La balance des blancs consiste à équilibrer les couleurs afin de supprimer les dominantes qui peuvent apparaître avec certains éclairages. On sélectionne généralement un type de balance des blancs sur l'appareil grâce à des pictogrammes représentant le type de lumière. Automatique, l'appareil gère lui-même la balance des blancs. Lumière du jour, en plein soleil par exemple. Par temps nuageux, dans un environnement ombragé, sous une lumière artificielle tungstène ou incandescent, sous une lumière artificielle fluorescente ou de type néon. Enfin, pour les photographies au flash. Finalement, on peut également régler manuellement grâce à une photo référence. Ou préciser la valeur en degrés Kelvin. Ces pictogrammes simplifiés correspondent en fait à une valeur exprimée en Kelvin de température de lumière que capturera l'appareil. Certains réflexes numériques permettent même de régler cette valeur précisément. Cependant, même si la fonction auto est souvent efficace, il est tout de même bon d'apprendre à maîtriser cet outil et à choisir pertinemment une bonne balance des blancs. L'idéal est évidemment de réaliser une photo test avec une feuille blanche, qui permettra à certains réflexes numériques de réaliser ensuite la balance des blancs à partir de cette photo référence. C'est la méthode manuelle. Malheureusement, le temps manque souvent pour réaliser cette opération, et il vaut mieux dans ce cas-là choisir le bon pictogramme au bon endroit. Le choix de la bonne balance des blancs s'effectuera en fonction de la lumière disponible et surtout du type de source de lumière. Ainsi, en plein soleil comme ici sous une verrière, ou par temps nuageux, il faut sélectionner le pictogramme adéquat. On remarque les effets d'un changement de balance des blancs avec une lumière du jour. La sélection nuageux est un peu plus chaude. La sélection ombragée l'est encore plus. La sélection tungstène est ici inadaptée à notre lumière. Une dominante bleue, très froide, apparaît. La position fluorescent est un peu plus chaude, mais reste toujours trop froide pour notre lumière. La sélection flash correspond bien à notre lumière. En effet, on remarque qu'elle correspond exactement à la température de couleur de la lumière du jour. La sélection la plus adaptée dans ce cas reste lumière du jour, à 5500 degrés Kelvin. La manœuvre se complique lorsque vous souhaitez photographier une scène éclairée par une lumière artificielle. Il va vous falloir apprendre les différents types de lumière les plus courantes autour de vous. Tungstène ou incandescent pour nos vieilles ampoules qui équipent la plupart de nos foyers, néon ou fluorescent pour les éclairages issus de ce gaz, comme les nouvelles ampoules économiques également. Ici, ces masques étaient éclairés par une lumière tungstène très prononcée, donc très chaude. En lumière du jour, la dominante est très présente. En mode nuageux, la dominante s'accentue puisque la température est plus chaude. En mode ombre, les jaunes sont saturés, les couleurs peu représentatives de ce que notre œil peut percevoir en réalité. La balance des blancs tungstène corrige bien notre dominante et révèle toutes les teintes de couleurs de cette scène. La sélection fluorescente est encore légèrement trop jaune. Le mode flash est similaire à la lumière du jour et ne corrige pas notre dominante. Bien que légèrement froide, la balance des blancs la plus adaptée est ici tungstène et correspond bien au type d'éclairage sur place. Un problème se pose lorsqu'on souhaite photographier une scène équipée de multiples sources différentes d'éclairage. Dans ce cas, on sélectionnera la source la plus prédominante, quitte à modifier la couleur des autres lumières. Ainsi, en photo de nuit par exemple, le réglage tungstène ou incandescent est souvent plus adapté. Je ne connaissais pas le type d'éclairage public de cette ruelle localisée à Sidi Bou Saïd, en Tunisie. La lumière du jour était évidemment trop chaude.
Les températures en lumière naturelle ne convenaient pas. Le tungstène est ici trop froid et ne reflète pas l'atmosphère du lieu. C'est ici le mode fluorescent ou néon qui corrige le mieux la dominante générée par ce lampadaire. Le réglage de balance des blancs est important, car il permet à l'appareil de capturer le plus fidèlement possible les teintes réelles. Une balance des blancs trop faussée sera difficile à rattraper en post-traitement, même en RAW, fichier brut, comme nous allons le voir par la suite, à moins que la modification des couleurs fasse partie d'une intention artistique. L'apparition des réflexes numériques a introduit de nouvelles options de traitement purement informatiques au sein de nos boîtiers. L'une d'entre elles, présente sur la plupart des appareils, est la possibilité de choisir entre le format dit RAW ou brut et le format JPEG. Il est parfois même possible de photographier avec les deux types de fichiers à la fois. Se pose alors inévitablement la question: quel format choisir et quand? Le format JPEG est tout d'abord compressé, c'est-à-dire que le fichier subit une compression destructive par rapport à son format brut. Voici la même photo fortement compressée en JPEG. J'ai volontairement accentué l'effet destructeur en choisissant un indice de qualité faible pour vous montrer les conséquences de ce type de choix sur une image. On voit très clairement ici les artefacts de compression qui détruisent les dégradés et les détails. Dans une moindre mesure, sélectionner une qualité JPEG minimum sur son boîtier amène ce type de dégradation, visible si vous faites des agrandissements et au final, pas si économique en place sur les cartes mémoire. Dans la pratique, donc, cette destruction n'est visible que lorsqu'on sélectionne sur son boîtier une qualité d'image faible. Le paramètre de qualité supérieure proposé par les constructeurs est donc préférable à sélectionner. Également, concernant la taille, il est préférable de toujours choisir dans le menu la taille maximum en nombre de pixels que votre boîtier peut produire. Ainsi, vous ne regretterez pas un jour d'avoir réussi une magnifique photo que vous ne pouvez pas au final agrandir à cause d'un manque de définition. Ensuite, il faut également tenir compte de l'espace mémoire à votre disposition, des cartes que vous possédez pour insérer dans votre appareil. Observons simplement que le prix de ces mémoires compactes flash ou SD par exemple a considérablement baissé ces dernières années. Et il serait vraiment dommage aujourd'hui de se priver d'une capacité de stockage suffisante à sa pratique photographique. Pour des raisons de sécurité, il est cependant préférable de privilégier l'achat de plusieurs cartes de moyenne capacité plutôt qu'une seule carte de plusieurs gigaoctets. Certains utilisateurs ne jurent que par le RAW et utilisent exclusivement ce format brut ou appelé parfois négatif numérique. Le fichier est souvent bien plus gros qu'en JPEG et n'est lisible que par quelques logiciels spécialisés dont celui fourni avec votre appareil, comme ici Digital Photo Professionnel de Canon. J'aurais tendance à dire que le choix se fait d'abord par une première comparaison du rendu JPEG de votre appareil et de l'image RAW traitée par votre logiciel de dématrissage. Certains réflexes numériques sont réputés par la qualité de leur JPEG, d'autres par la trop grande différence qualitative avec le RAW. En effet, le rendu JPEG nécessite un traitement informatique au sein de l'appareil plus poussé, et tous les constructeurs ne proposent pas des algorithmes performants. Ensuite, le choix JPEG RAW doit tenir compte de votre goût pour le traitement sur ordinateur, comme par exemple ici avec le logiciel Capture NX de Nikon. Alors que le RAW doit obligatoirement être développé numériquement pour être imprimé, un fichier JPEG peut être directement transféré vers un laboratoire de tirage. Associé au réglage de contraste, saturation, teinte et netteté au sein du boîtier, on peut très bien se passer de traitement sur l'ordinateur en travaillant directement en JPEG. Voici d'ailleurs la même image photographiée en JPEG avec différents réglages de contraste, saturation, netteté présents sur l'appareil. Je vous invite d'ailleurs à faire des essais sur votre propre boîtier de ces réglages, appelés parfois style d'image ou paramètres d'image,
qui peuvent être adaptés à certaines situations. Cependant, en se réduisant à ces traitements internes au boîtier, on passe à côté de fabuleuses possibilités d'exploration artistique que nous offrent les outils de retouche informatique, comme ici, Pentax Photo Librairie par exemple. Qualitativement, lors de la retouche, le fichier RAW permet la plupart du temps des marges de correction supérieures au JPEG, avec une dégradation moins visible sur les retouches violentes. On peut ainsi choisir sa balance des blancs, sa netteté, son contraste, et profiter d'une dynamique étendue, tout cela sur son ordinateur. Des logiciels puissants comme Adobe Photoshop, GIMP, PenShop Pro ou dernièrement plus spécialisés pour les photographes, Aperture ou Lightroom, dont est issu cet écran, permet des retouches fines et approfondies sur vos images, bien supérieures à celles présentes dans le menu des réflexes numériques. Le choix du JPEG ou du RAW dépend ainsi de beaucoup de paramètres, d'habitudes et de compétences informatiques de chacun. Il est donc difficile de conseiller précisément dans quelles conditions utiliser tel ou tel format. Je vais cependant vous faire part de ma méthode d'utilisation. Je travaille à 70% du temps en JPEG. Lors de reportages, mon réflexe numérique doit être réactif et le temps d'enregistrement d'un fichier RAW peut s'avérer pénalisant. De plus, j'essaye d'optimiser mon travail de prise de vue en choisissant une balance des blancs la plus correcte possible, quitte à la faire en manuel, et à exposer correctement mes photos. Ainsi, les retouches sont minimes dans ces conditions et le JPEG bien adapté. Les 30% restants sont pratiqués en format RAW. Je réserve ce format lors des séances plus préparées, comme en studio par exemple, à photographier des objets ou des personnes. Je l'utilise également en architecture ou publicité lorsque j'ai le temps de mettre en scène mes photographies. Celles-ci doivent être parfaites et le fichier RAW me permet ensuite en post-traitement d'appliquer les retouches nécessaires sans dégradation. N'hésitez donc pas, lorsque vous utilisez votre réflexe numérique, à essayer les deux formats. Vous découvrirez ensuite les différentes possibilités offertes en post-traitement et adapterez votre choix sur le terrain. Néanmoins, gardez à l'esprit que même si le format RAW est plus souple à travailler sur l'ordinateur, il ne remplace pas de bons réglages adaptés à une situation lors du déclenchement. Optimiser sa prise de vue vous permettra de gagner de nombreuses heures passées derrière votre ordinateur. Dans les menus de la plupart des réflexes numériques, il est possible de choisir l'espace colorimétrique à la prise de vue. Les deux espaces majoritairement présents sont sRGB ou sRVB et Adobe 98 RGB ou Adobe 98 RVB. Lequel choisir et pourquoi? D'abord, si l'on prend deux photos similaires consécutives à quelques secondes d'intervalle, l'une en sRVB comme ici ce champ de blé, et l'autre en Adobe 98 RVB comme ici, on remarque que les couleurs sont différentes. L'option Adobe 98 impliquant une coloration moins saturée, parfois plus naturelle. Afin de comprendre ce qu'est un espace colorimétrique, observons ensemble différents diagrammes. Un espace colorimétrique représente simplement la possibilité de restitution des couleurs d'un périphérique. Notre œil, évidemment, est un outil performant, puisqu'il peut normalement distinguer un nombre très important de nuances de couleurs. Malheureusement, les outils de prise de vue, comme notre réflexe numérique, et de reproduction comme un scanner, ne sont pas aussi doués. Ils possèdent donc un espace colorimétrique, représenté ici par nos diagrammes, permettant de restituer un nombre plus ou moins grand de nuances. Ici, on voit bien qu'une photocopieuse sera plus limitée en nombre de couleurs qu'une rotative d'imprimerie. L'écran, par contre, reste l'outil d'excellence pour restituer les couleurs, mais tous les écrans ne se valent malheureusement pas à ce niveau-là. Ces limitations colorimétriques sont liées aux composants électroniques de capture ou de restitution, mais je vous rassure, les pellicules ont également un espace colorimétrique restreint. Notre réflexe numérique
permet donc de choisir entre deux espaces. Pourquoi ne propose-t-il pas le plus grand espace par défaut? Parce que les conversions peuvent avoir ensuite un impact sur la chaîne de restitution. Le sRVB est plus restreint que l'Adobe 98. Cependant, c'est l'espace colorimétrique le plus répandu. Les bons écrans peuvent facilement reproduire les deux espaces. La limitation intervient au niveau de l'impression. En effet, la plupart des laboratoires de développement travaillent avec des machines gérant exclusivement le sRVB. Ou pour certaines, fournissent un profil très proche. Si vous avez donc l'habitude de faire tirer vos photos en labo, inutile donc de choisir l'Adobe 98. Cela ne servira qu'à détériorer les couleurs de votre fichier ensuite lors de la conversion au laboratoire. En revanche, si vous imprimez à la maison, sachez que les bonnes imprimantes jet d'encre gèrent un profil colorimétrique plus large que l'Adobe 98. Dans ce cas, il est intéressant d'utiliser ce profil afin de le conserver tout au long de la chaîne graphique. Attention cependant à maintenir une succession de périphériques tels que écran, imprimante ou scanner qui soient avant tout calibrés. En effet, la colorimétrie est un métier, et arriver à des résultats satisfaisants chez soi fait souvent suite à de nombreux essais infructueux. Je vous invite à vous documenter sérieusement à ce sujet si vous souhaitez approfondir votre maîtrise de la chaîne graphique. Retenons simplement que le choix de l'Adobe 98 doit être justifié par une maîtrise complète de la chaîne d'impression. Sans cela, le sRVB convient parfaitement à une pratique photographique quotidienne.